Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Quatrième épisode, aujourd'hui je passe 70 minutes avec mon ami Patrick Béja, un parfait inconnu que personne ne connaît. Sauf qu'en fait non, puisque Patrick c'est juste la rockstar du podcast francophone. Il anime toutes les semaines le Rendez-vous Tech, une émission qui décortique l'actualité de la technologie, écoutée chaque mois par plus de 40 000 auditeurs. Il est, à ma connaissance, le seul à être podcasteur indépendant et à ne vivre que de ça. Dans cet épisode, on retrace le parcours de Patrick et on se penche sur ses rapports avec la paternité et les réseaux sociaux. Let's go! Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Béja. Salut Patrick. Salut Guillaume, comment ça va? Très heureux de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Et toi, comment ça va? Très heureux que tu aies pris le temps de te réveiller très tôt pour enregistrer à mes horaires de papa d'un jeune bébé. Je suis très reconnaissant. Tu me dénonces. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Je suis donc Patrick Béja, je suis podcasteur et j'aime me décrire comme un podcasteur professionnel puisque c'est mon métier. Je fais ça à temps plein et j'en vis depuis plusieurs années maintenant. Excellent. Pour citer un petit peu les podcasts que tu as pu faire, donc tu as commencé par faire un podcast sur World of Warcraft, donc le grand jeu de Blizzard. Tu l'as fait en 2006. C'est ça. Puis en 2008, tu as lancé un podcast, le Phileas Club, un podcast qui réunit des gens d'une communauté internationale autour de la table une fois par mois où vous discutez de l'actualité de chaque pays. C'est ça, en anglais. Voilà, en anglais, oui. Un podcast où tu m'as déjà invité plusieurs fois d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis en 2009, tu as démarré le Rendez-vous Tech. Déjà, avant tout ça, tu écoutais beaucoup de podcasts américains, des trucs du style Buzz Out Loud avec Tom Merritt, des trucs comme This Week in Tech. Et il me semble que déjà à l'époque, tu leur envoyais des emails, tu étais dans le courrier des lecteurs, tu participais déjà beaucoup comme ça. Et aujourd'hui, tu bosses avec eux. Oui, j'ai commencé assez vite en fait à bosser avec eux. Tu sais, à l'époque, les podcasts étaient une toute petite communauté et puis tout le monde se connaissait un petit peu. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connectés. Et au départ, j'envoyais des mails et puis très vite, j'ai commencé à participer aux émissions. Donc, je suis vraiment tombé dedans, pas quand j'étais petit, mais je suis vraiment tombé dans le podcast et je me suis lancé et je me suis jamais arrêté. C'est une vraie histoire d'amour, quoi. Excellent. L'idée de lancer, donc en 2009, le Rendez-vous Tech, elle t'est venue comment? C'était surtout de faire comme tes rôle modèles américains ou il y avait une autre idée derrière? Écoute, au départ, l'idée était effectivement d'avoir. Quand j'ai lancé le podcast sur World of Warcraft, c'était parce que j'en voulais un en français et qu'il y en avait pas. Donc, je me suis dit, puisqu'il y en a pas, je vais le faire moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai vraiment adoré le format. Et donc, j'ai commencé à en faire sur tous les sujets qui m'intéressaient. Je crois que la motivation principale, c'était pas forcément. Enfin, l'inspiration venait un petit peu des podcasts anglophones que j'écoutais, c'est certain. Mais la motivation, c'est, je crois, comme beaucoup de podcasteurs, que j'aime bien m'entendre parler, peut-être, si on veut dire les choses de manière un petit peu méchante. Et ça tombe bien, puisqu'on est sur le réseau de podcasts j'aime bien quand tu parles.com. C'est parfait. Mais ouais, il y a un petit peu de ça. Il faut vouloir, quand on est podcasteur, il faut aimer un petit peu donner son avis. Le Rendez-vous Tech, pour en parler spécifiquement, oui, c'est venu de cette envie de discuter de tout ça avec des amis, de créer une sorte de média qui avait la liberté d'en parler pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures si nécessaire. Et puis n'oublie pas qu'on était en plein dans la révolution du smartphone, qui était tellement excitante à ce moment-là. Et personne n'en parlait comme ça. Personne n'en parlait comme on le faisait nous, comme le faisaient les émissions anglophones que j'écoutais. On avait, nous, une frustration immense parce que les médias en parlaient en 2 minutes rapidement avec des approximations grossières à la télé ou à la radio parce que, bien sûr, ils n'avaient pas le temps. Ils s'adressaient à des gens dont la première préoccupation était peut-être, je sais pas, soit le prix du dollar, soit le prix du baril de lessive. Et les smartphones, c'était pas vraiment au centre de leur univers, je dirais. De temps en temps, dans le Rendez-vous Tech, il est question de politique, que ce soit politique internationale ou bien le Sénat français. Et souvent, on t'entend retomber sur le même constat, c'est-à-dire que le législateur français ou américain, clairement, il connaît pas grand-chose, il comprend pas tout à fait de quoi il parle et qu'il y a une certaine fracture entre ceux qui s'y connaissent et le législateur. Une fracture générationnelle, quoi. Les jeunes et un peu les vieux, ouais. Ceux qui ont grandi devant un écran et puis ceux qui n'y comprennent rien de rien. Et je t'ai parfois entendu dire à ce moment-là que
c'est en partie pour ça que tu fais ton émission, pour informer, pour éduquer, et aider à faire en sorte que les gens soient cultivés et informés au sujet de la tech. Est-ce que tu as le sentiment que ça fonctionne? Est-ce que est-ce que les gens qui t'écoutent finalement ne sont pas déjà une minorité un peu geek, déjà très informée sur le sujet? Écoute, principalement oui, c'est sûr, mais j'ai été surpris moi d'apprendre que il y avait différentes personnes qui travaillaient dans des milieux connexes à la tech, voire immergés dans la tech, mais qui utilisaient cette émission pour se tenir au courant, même s'ils n'étaient pas eux à la base complètement connaisseurs du sujet. Et c'est effectivement l'un des buts de l'émission, plus que l'un des buts, l'une des optiques avec laquelle je la conçois, c'est l'idée d'être toujours accessible pour les gens qui connaissent pas bien ces sujets, tout en ayant des analyses intéressantes pour ceux qui sont experts. Mais ces témoignages que j'ai eus m'ont vraiment encouragé à essayer de continuer dans cette direction parce que, bah oui, comme tu le disais et comme je le disais, l'essentiel de l'audience est sans doute des gens, des geeks qui s'intéressent déjà au sujet, mais il y a vraiment ce besoin d'un vecteur par lequel avoir ces informations décortiquées et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vecteurs pour ça, beaucoup de moyens de rester informé sur ces sujets-là de cette manière. Parce que l'émission est, j'espère, agréable, sympathique à écouter, on passe un bon moment. Et en même temps, on est informé sur les gros sujets du moment qui sont... Pourquoi est-ce qu'il est important d'être informé sur ces sujets? Parce que ça touche, comme tu l'évoquais, ça touche à tous les domaines de la société, que ce soit l'économie, la distribution, le commerce, la politique. Mmh. Et oui, il n'y a pas, à mon sens, de moyens simples de rester informé sur ces sujets, puisque les médias traditionnels n'ont pas le temps de bien les traiter, ou rarement le temps de bien les traiter. Il faut traiter un sujet en 3 minutes, t'es obligé de bêtifier un petit peu la chose, de résumer, de faire des raccourcis un petit peu assassins. Mais oui, il y a des gens, et j'espère qu'il y en aura plus, qui écoutent l'émission pour se tenir informés, alors que c'est pas forcément leur domaine de prédilection à la base. Donc, tu parlais du fait que la technologie touchait de manière transversale à plein de sujets comme la démocratie, l'économie, etc. On a l'impression que les grands scandales, les grands problèmes dont on a parlé ces dernières années, comme les révélations de Snowden, le dossier de Cambridge Analytica, ces problèmes-là sont pour le français moyen, le belge moyen, sont encore relégués au rang de problèmes virtuels et que ils n'ont pas vraiment changé leurs habitudes, leur relation avec la technologie et que ils ont encore beaucoup de mal à mesurer l'importance de ces dossiers sur la vraie vie. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ça? Est-ce que tu penses que ça va aller en s'améliorant? C'est hyper complexe. Je crois qu'il est important que, très concrètement, les gens, les jeunes et les personnes plus âgées sachent pas juste comment utiliser mécaniquement les applications ou les appareils, mais sachent de la même manière que on apprend à regarder à droite et à gauche dans la rue avant de traverser, sachent quelles informations partager, comment comprendre des informations qu'ils vont trouver sur Internet. Mais je me dis en même temps que comme de la même manière qu'on n'apprend pas à l'école qu'il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser, encore que quand on est en sortie scolaire peut-être, mais c'est des choses qui passent par la société, par la culture générale. Je crois que c'est frustrant, surtout pour les gens qui s'y connaissent, de constater que ça va pas plus vite, parce qu'il y a des choses évidentes que nous on comprend, qu'on a beau répéter aux gens qui ne les connaissent pas, on a l'impression que ça rentre pas. Mais je crois que ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur les classes politiques juste avant, la question générationnelle. C'est des choses qui prennent du temps. La première fois, c'est un petit peu choquant pour les gens qui ne le connaissent pas. La deuxième fois, ça rentre un petit peu plus. Au bout de 3, 4, 5, 10 fois, ça finit par intégrer les comportements sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Donc je crois que c'est des choses qui peuvent pas imprimer juste avec 1 ou 2 scandales. Et puis ça va pas imprimer complètement, mais ça va modifier un petit peu les états d'esprit. Aujourd'hui, il y a clairement
une relation par rapport aux réseaux sociaux qui est en train d'évoluer. Ça passe par les scandales, ça passe par les législateurs, ça passe par le comportement qu'a la population générale par rapport à ces problèmes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde va arrêter d'utiliser Facebook. Les gens qui prônent ce genre de changement se mettent un petit peu le doigt dans l'œil, ils se bercent d'illusions, je crois. Mais ça veut dire que petit à petit, les gens vont savoir que sur Facebook, il y a des fake news. Alors elles vont fonctionner quand même pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. La société évolue, la technologie est un facteur transformatif majeur de la manière dont la société fonctionne et des relations dans la société. Donc, ça prend du temps et je pense qu'on est qu'au début de ce changement permanent et à chaque fois il y a des nouvelles choses qui arrivent et il faut laisser le temps à la société pour appréhender correctement ces problèmes. Donc il y a une part de génération, il y a une part d'apprentissage, mais ça prend du temps dans tous les cas. Je t'ai entendu dire dans le rendez-vous tech du 9 juillet, tu évoquais une certaine difficulté à trouver des intervenants femmes dans ton émission. Celles et ceux qui ont écouté les épisodes précédents de ce podcast savent à quel point c'est un sujet qui me tient à cœur. On a donc reçu les gens de Interface 3, Laure Lemaire, Isabelle Collet. On en a parlé aussi avec le vice-premier ministre. Déjà, bête question, pourquoi est-ce que c'est grave, très bête question, pourquoi est-ce que c'est grave qu'il y ait peu de filles qui écoutent et qui participent au rendez-vous tech? Pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que je ne sais pas si j'utiliserai le mot grave, je dirais que c'est dommage et que surtout c'est une faiblesse pour l'émission. Moi, je crois qu'il est important d'avoir une émission et dans tous les domaines de la société et du travail, si tu n'as pas un minimum de représentation, je vais dire minorité, parce que mine de rien, le sexisme fait que les femmes sont une minorité, même s'ils représentent évidemment 50% de la population. Eh ben, tu ne comprends pas et tu n'analyses pas le monde tel qu'il est. Si tu n'as pas ce point de vue, tu vas pas comprendre les choses comme elles sont. Tu as un biais de perception qui est évident. Et de plus en plus, alors pendant très longtemps, la tech était la chasse gardée des geeks boutonneux que nous sommes, mais aujourd'hui, je pense que c'est clairement, et il y a des causes et des raisons très claires à cette déformation du public, parce que c'était pas le cas au début de la technologie. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, mais et donc on parlait, tu évoquais ce sujet à propos, on parlait de l'affaire Nadia Dam que je pense Tout à fait, oui. de gens connaissent. Alors on a pu peut parler. Peut-être juste rappeler, il s'agit donc d'une journaliste qui s'est faite harceler, menacée de mort sur les réseaux sociaux par des jeunes du forum 1825 de jeuxvideo.com et qui, une fois, exceptionnellement, c'est la première fois que ça arrive de manière aussi médiatisée, les a poursuivis en justice et ils ont été sanctionnés par 6 mois de prison, il me semble. Voilà, alors ça a mené à une condamnation pour 2 d'entre eux sur les centaines à 6 mois de prison avec sursis et 2000 ou 2500 € d'amende. Et donc, on se posait la question dans l'émission de savoir si on pouvait combattre ce type de comportement, surtout quand on fait face à un déluge et qu'on ne peut évidemment pas condamner l'ensemble des contrevenants ou des criminels ou des gens qui se rendent coupables de ce type de harcèlement. Donc, on s'est posé cette question dans l'émission. Et on a bien sûr des femmes qui interviennent, mais moi j'aimerais en avoir plus parce que on n'en a simplement pas assez. Je dis pas qu'il faut une égalité parfaite de 50-50, mais clairement on est loin de cette proportion et j'aimerais en avoir plus et on y travaille et on va y arriver petit à petit. Mais oui, c'est important parce que dans ce cas particulier, nous, on peut parler de ce sujet avec notre expérience d'homme, et en l'occurrence, j'étais avec Cédric Ingrand, donc d'homme blanc. On n'a pas la même expérience sur les réseaux sociaux, donc on peut en parler un petit peu avec notre œil d'observateur averti, mais quand on l'a pas vécu, c'est pas la même chose. J'évoquais justement dans cette émission l'expérience d'une personne sur Twitter avec qui j'avais parlé
qui me disait, qui avait répondu justement à Nadia Dam sur Twitter et qui disait, ou non, pardon, c'était pas à Nadia Dam, c'était à une autre journaliste qui avait été victime de harcèlement et qui lui disait, oui, mais des gens comme ça, il y en aura toujours, faut juste L'ignorer. faut juste pas y prêter attention. Et suite à cette réponse qui était dans son esprit une réponse qui voulait aider la journaliste en question, il s'était fait non pas harceler, mais il y avait plein de gens qui lui étaient tombés dessus en disant ah mais tu te rends pas compte, c'est pas facile, de manière un petit peu agressive comme c'était le cas sur Twitter. Et donc cette personne, je crois que c'était un jeune homme ou en tout cas un homme, avait dit, quand moi je lui avais répondu aussi en essayant d'être constructif, il m'avait répondu de manière un peu brusque. Et je lui réponds en réécrivant mon tweet 4 fois, Mhm. en essayant d'être accommodant, et il me dit ah oui désolé, mais tout le monde m'est tombé dessus par cette Ouais. Mais à cause de ça. Twitter est un petit peu un environnement, un contexte où ce genre de quiproquo sur le ton qu'on emploie, est-ce qu'on est agressif, est-ce qu'on est constructif, voilà, c'est ce genre de quiproquo très récurrent sur Twitter. Bien sûr, mais c'est également symptomatique de la manière dont on interagit sur le net et de la manière dont peut-être les gens du forum 1825 de JV ou d'autres forums, quand je dis forum, c'est lieu d'expression, Ouais, ouais. euh, appréhendent les choses. Et le truc, c'est que quand tu n'as pas le témoignage de gens qui sont dans ces situations un petit peu plus minoritaires, eh ben, tu te rends pas compte de la manière dont c'est perçu. Et cette personne à laquelle je parlais, vu qu'il s'est fait tomber dessus une fois pendant 2 heures peut-être sur Twitter, il a modifié un petit peu son comportement. Je lui dis, bah tu vois, toi tu t'es fait tomber dessus pendant 2 heures et ça t'a rendu agressif. Rends-toi compte comment ça se passe pour des gens dont le quotidien est comme ça sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et moi, je m'en rends un petit peu compte parce que je vis ça, enfin, j'étudie ça entre guillemets beaucoup, mais c'est quand même pas quelque chose qui me touche dans ma chair, tu vois, au quotidien. Donc, il est important d'avoir des gens qui ont ce type de perception. Tout à fait, ouais. Euh, pour pouvoir expliquer pourquoi ça peut être problématique, pourquoi. Enfin bref, il est important d'avoir ces témoignages divers. Et je dis ça pour mon émission parce que c'est ce qui me concerne, mais de la même manière, il est important d'avoir des développeurs de différents horizons parce que tes applications vont être utilisées par différentes personnes et donc ils vont penser à des problèmes auxquels toi tu vas pas forcément penser. Pour les jeux, ça va être pareil, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on fasse tous un effort. Et même si c'est pas facile, je crois qu'il faut faire prendre ces quelques pas et cet effort supplémentaire pour se Mhm. forcer un petit peu, quoi. Mais donc finalement le constat que tu poses, c'est-à-dire que c'est finalement dur d'être une femme qui prend la parole sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est à la fois la raison pour laquelle tu cherches des intervenants, enfin je simplifie, hein, mais c'est une des raisons pour laquelle tu cherches des intervenantes dans ton podcast, et en même temps, c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle c'est peut-être plus difficile pour une femme de venir dans ton podcast et de prendre la parole publiquement. Oui, bien sûr, ça peut jouer. J'espère que on réussira à faire tous ces efforts-là. Disons que j'ose espérer que ma communauté est suffisamment adulte et mature pour ne pas se livrer à ce type de comportement, mais c'est sûr que c'est une exposition un petit peu plus. Disons que je pense qu'il y a des femmes qui sont prêtes à s'exposer un petit peu plus de cette manière, et c'est à elles que je demanderai de participer à mes émissions. Mhm. Mais C'est ça. ce sont celles qui ont déjà le courage de le faire, si tu veux. D'accord. Donc, mais Donc, oui, c'est forcément c'est forcément en lien parce que ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se disent non mais attends, c'est bon, j'ai pas envie de me présenter publiquement de cette manière, pas forcément pour les podcasts, mais en général. Et donc ça réduit. Bah, d'une part, il y a évidemment, c'est une question de chicken and egg, tu vois, c'est l'œuf et la poule. À la base, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, enfin, de femmes qui vont être intéressées par le sujet, donc elles vont pas forcément s'intégrer à l'industrie, et donc elles vont pas créer des produits qui vont faire que les femmes vont s'y intéresser. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire ce petit effort supplémentaire. Oui, ça peut être un petit peu plus compliqué, et oui, il y a des gens qui vont dire ah oui, mais il y a pas beaucoup de femmes dans l'industrie, donc c'est normal qu'on leur parle pas. Ah oui, mais si tu fais pas l'effort, ça n'arrivera jamais. ouais. Pour on va changer brutalement de sujet. Oui. Euh, ceux qui t'écoutent le savent, tu es devenu papa il y a quelques mois.
Mhm. Est-ce que, du coup, entouré de toutes ces questions dans ton podcast, tu réfléchis voilà, à toutes ces questions de la technologie dans notre société, dans l'impact culturel, l'impact sur notre démocratie, etc. Est-ce que tu réfléchis déjà, en tant que père, à comment tu vas élever ton fils dans cette société, euh, ben, cette société, j'ai envie de dire numérique, et dans cette société aussi patriarcale? Est-ce que, en tant que tu te présentes et tu te déclares avec fierté comme féministe, est-ce que tu réfléchis déjà à comment tu vas l'élever par rapport à ces questions-là? Oui, bien sûr, je crois que c'est un petit peu inévitable, mais d'une certaine manière, j'y réfléchis depuis longtemps parce que je réfléchis à ces questions depuis longtemps. Évidemment, c'est beaucoup plus personnel maintenant. Euh, et j'ai pas encore vraiment de réponse. Euh, C'est dur, hein. Ouais, c'est pas facile. Ce dont je suis certain, c'est que j'aimerais qu'il soit un gamer. Donc déjà à la base, Tu as déjà tu vois, choisi sa classe pour World of Warcraft? ouais, je pense que World of Warcraft, ça sera peut-être pas d'ici à ce qu'il soit en âge d'y jouer, ça sera peut-être plus forcément d'actualité. Je pense surtout à mes petits jeux Nintendo sur ma Switch, tu vois, auxquels on Mhm. pourra jouer ensemble et facilement pour lui au début. Mais mais non, mais tu vois, même la question de World of Warcraft, qui dit World of Warcraft dit chat, et qui dit chat dit accès à des gens qui font pas forcément attention au fait que il y a un enfant de, je sais pas, 7, 8, 9 ans qui va être derrière le Mhm. clavier et la souris, ou derrière la manette. Pareil pour les applications, que ça soit sur Twitter, Facebook, je sais pas, Snapchat, ou ce qui arrivera d'ici à ce qu'ils soient en âge de les utiliser. C'est évidemment une préoccupation. Comment le préparer à cette idée qu'il va y avoir des gens comme ceux qui vont aller harceler, que ça soit des femmes ou d'autres personnes, qui vont pas forcément réfléchir, tu vois, si c'est des enfants de 12, 13, 15 ans, ou même des gens plus âgés, qui vont pas réfléchir au fait qu'il va y avoir un enfant de 8, 9, 10 ans derrière l'écran. Évidemment, s'ils étaient en face d'un enfant, ils diraient pas ces choses-là, mais quelqu'un qui est caché derrière un pseudonyme, bah on va lui répondre comme on répondrait à quelqu'un de normal, enfin à un adulte, tu vois. Mhm. Et ça me préoccupe. J'ai pas forcément de réponse encore sur la manière dont gérer ce type de problème. Je crois qu'il va y avoir énormément d'éducation, bien sûr, de, de d'apprentissage de la manière dont fonctionnent ces choses-là. Pour ce qui est de la question féministe, j'ai Mhm. pas énormément de crainte. J'espère que ça se passera bien parce que moi, dans mon quotidien avec ma femme, je pense qu'on est très très égaux à la base. Moi, j'ai la chance de travailler depuis la maison, donc je m'occupe de lui autant que ma femme. Donc j'ai pas énormément. J'espère que ça se passera bien à ce niveau-là. Et ensuite, pour tout le reste, pour ce qui est de la technologie, la familiarité avec les sujets fera le reste Mhm. de Mhm. l'éducation, j'espère. Ouais. Mais oui. Et je pose cette question dans le sens où ton fils sera éduqué à la maison par ses parents, mais aussi par la société de manière générale, par l'école, par voilà, par ce qui se passe en dehors de chez toi. Et voilà, en fait, je pose cette question parce que je vois moi-même parmi mes cousins, parmi mes frères et sœurs, je vois des jeunes parents et je vois les différentes manières dont ils élèvent leur fils ou leur fille. Et je vois qu'effectivement, il y a des parents qui sont très traditionnalistes et où on va voir une différence très 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 marquée dans la façon dont ils élèvent leur enfant selon si c'est une fille ou un garçon. Donc j'ai pu voir par exemple des jeunes garçons de 10 ans qui jouaient au foot, qui étaient très très agressifs, très violents, etc. Et puis par contre, leur petite sœur, elle est en robe. Quand elle se prend un ballon dans la figure, elle pleure. On la traite différemment en fonction de ce qui se passe, etc. Mm, Euh, et donc je vois en fait à quel point c'est quelque chose de proactif. C'est on forme une personne et on lui entre guillemets on lui impose un certain modèle masculin ou féminin. Et donc oui, comment est-ce que toi tu vois ça, le fait de compenser toute cette culture, toute cette oui cette culture occidentale qui veut absolument faire des filles des jeunes poupées qui portent du rose et des petites jupes ou voilà. Ouais, bah, je crois que le problème se pose de manière un petit peu différente vu que le petit est un petit et pas une petite. Il va y avoir beaucoup de, disons que
Évidemment, je vais jamais le forcer à ne pas jouer avec des poupées, par exemple. Tu vois, s'il veut jouer avec des poupées, bon, ma femme est finlandaise. On passe beaucoup de temps en Finlande, donc dans les pays nordiques. Ils sont très à cheval sur ce genre de choses. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais on a évité d'avoir des vêtements bleus pour le petit et on aurait évité d'avoir des vêtements roses si c'était si c'était une fille. Il y a cette question de gender neutrality qui est de neutralité de genre qui est assez importante. Je sais pas si je vais lui acheter des poupées pour le principe. Je pense qu'on va plutôt essayer de répondre à ses besoins ou à ses envies, à pas l'orienter. S'il veut jouer avec des énormes camions et des soldats, très bien pour lui. S'il veut jouer avec des poupées ou faire la dinette, très bien pour lui aussi. Mais l'idée est plus d'avoir des trucs neutres à disposition que de lui filer des trucs genrés de tous les genres. Je t'avoue que je me suis pas posé la question de savoir si j'allais lui acheter des Barbie ou pas. Oui, peut-être autant des Barbie et des Big Jim pour me dater dans ma jeunesse à moi. Mais c'est marrant parce que tu parlais des jouets genrés et juste avant tu parlais des jeux vidéo. Mais les jeux vidéo sont justement terriblement genrés et on a tu sais toutes ces couvertures de ces covers de jeux vidéo avec des gros gars bien musclés et on a très peu de jeux vidéo avec une protagoniste femme voilà qui ne soit pas elle-même super sexualisée. Bah, je pense que c'est déjà en train de changer un petit peu grâce en quelque sorte aux scandales qui ont mené au Gamergate. Je crois qu'il y a beaucoup de développeurs qui s'attachent à faire en sorte que on ait une représentation un petit peu plus équilibré dans certains jeux. Je crois que dans un premier temps, on va essayer de jouer à des jeux qui n'auront pas autant le problème. J'évoquais Nintendo parce que c'est l'exemple type des jeux pour enfants ou adaptés aux enfants. Et même chez Nintendo, je crois qu'il... Super Mario. Oui, Bien c'est sûr. ça. Super Mario, c'est l'exemple du jeune moustachu, du jeune moustachu, de moustachu, l'homme, oui. voilà, qui va aller sauver la princesse. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi des jeux comme, je pense à Splatoon, tu vois, où les kings sont hommes et femmes, enfin Inkling des filles et des garçons. Je pense à Mario Kart, où Mario Kart, il y a autant de personnages, enfin pas autant, mais il y a aussi des personnages femmes. Et ce genre de choses, par exemple, si je lui montre que moi je peux choisir Princess Peach comme personnage, bah ça l'aidera à ne pas se limiter, tu vois, dans ses choix de genre. Mais c'est sûr que c'est pas hyper facile. Il va falloir, comme je le disais tout à l'heure dans le contexte des invités de mes émissions, il va falloir peut-être encore pendant quelques années faire quelques efforts. Peut-être que je l'encouragerais à jouer à des jeux comme au hasard Horizon Zero Dawn qui présentait un personnage féminin fort et qui était le héros de l'aventure. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Peut-être que ça demandera un petit effort effectivement, mais Dieu merci, je crois qu'on est en train de se diriger dans une direction où aujourd'hui c'est un petit peu plus possible. C'était moins le cas il y a encore quelques années. J'espère que ça sera encore plus facile dans quelques années. Il va aller à l'école en Finlande ou en France, puisque oui, je ne sais pas si on l'a précisé, mais donc tu es français, tu es né au Liban, si je ne dis pas de bêtises, et tu vis depuis combien de temps? Depuis 1 ou 2 ans, c'est ça, en Finlande? Ouais, disons qu'on partageait notre temps entre la France et la Finlande. Depuis que le petit est né, on passe plus de temps en Finlande, évidemment. Donc, il va aller à l'école au début en Finlande. Après, je sais pas, parce qu'on s'est exilé au fin fond de la campagne. Donc, on est dans un lieu où c'est pas forcément idéal pour l'école au-delà de... Je sais pas, je dirais même le jardin d'enfants. Donc, je sais pas, on verra, peut-être la Finlande, peut-être la France. C'est des questions qu'on repousse pour le moment, on n'y est pas encore. On va du coup passer à un sujet beaucoup plus sombre et déprimant. Oui, Tu es une, oui, tu es une personnalité publique, pour ainsi dire. Tu as tes 50 000 followers sur Twitter. Tu es très écouté en francophonie et même ailleurs dans le monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Twitter? On a pu te voir un petit peu énervé sur Twitter occasionnellement ces dernières années, un peu exténué par l'un ou l'autre clash. On t'a vu te disputer avec des gens au sujet de Trump, de la France insoumise, du Brexit.
Et puis ces derniers mois, on t'a vu un peu changer de position et prôner une attitude beaucoup plus posée, où tu défends maintenant une idée sur laquelle il faut éviter de s'énerver, éviter de crier au scandale. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler un petit peu de ta relation avec Twitter? Moi, je dirais plusieurs choses. D'une part, ma relation avec Twitter, je pense, est assez différente de la relation de la plupart des autres gens avec Twitter, parce que dans l'ensemble, j'ai quand même une relation très saine et très adulte avec les gens avec qui je discute sur Twitter. Là encore, ça demande certains efforts. Je disais tout à l'heure que j'avais réécrit mon tweet 4 fois avant de répondre à la personne à laquelle j'avais répondu, mais par une sorte d'artifice magique auquel je ne comprends pas grand-chose. Euh, les gens avec qui je discute, que ça soit sur Twitter ou ailleurs, sont généralement assez prompts à discuter de manière assez ouverte. Au départ, il y a souvent un petit clash, et puis quand j'essaye d'aller plus loin, c'est souvent le cas, euh, la, la, la personne en face est prête aussi à faire quelques pas dans ma direction, tu vois, et à calmer le jeu et puis à discuter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on tombe d'accord, mais souvent, on a une conversation relativement constructive et au final, j'en ressors en ayant appris quelque chose et en ayant compris quelque chose de la personne avec laquelle je discutais et j'espère vice-versa. Donc ça, je pense que c'est possible parce que d'une manière générale, mon audience sur Twitter est composée de gens qui m'écoutent sur mes podcasts et donc des gens qui ont une relation un petit peu plus personnelle avec moi. Je suis pas une personne anonyme sur Twitter qui a lancé un truc qui les a énervés. Donc ça aide à la conversation. Euh, Maintenant, évidemment, je vais pas faire. Tu nous décris une situation presque idyllique. Ça a l'air très sain quand Mais tu nous c'est parles de vrai, c'est ça. comme Mais ça que ça se moi, passe. j'ai le souvenir de t'avoir vu un peu exténué, un peu stressé, un peu énervé par Mais Twitter. non, mais bien sûr, parce qu'il y a aussi, en particulier ces dernières années, tu vois, il va y avoir des moments où tu vas parler d'un sujet et des personnes plus ou moins bien intentionnées vont venir chercher des mots-clés et te répondre sans que tu ne les connaisses d'Ève ou d'Adam. Et ce genre de personnes, bah maintenant je comprends, maintenant je connais, et donc je réagis pas ou je réagis pas de la même manière, mais il a fallu un moment pour comprendre ce type de fonctionnement. Et puis, c'est vrai aussi que j'ai appris que sur Twitter, bah, c'était bien gentil de retweeter des trucs énervés, mais que d'une manière générale, c'était pas forcément le vecteur idéal pour convaincre les gens, parce que finalement, ce qu'on fait quand on retweet un truc, c'est qu'on essaye de convaincre les gens, inconsciemment ou pas. Quand il y a un scandale qui est mis à jour par telle ou telle source, bah, on le retweet en disant mais regardez, ce truc est inacceptable. Sauf que sur Twitter, de deux choses l'une, soit les gens sont d'accord, donc ils vont être encore plus d'accord, soit ils sont pas d'accord et ils vont certainement pas changer d'avis parce qu'ils ont vu un truc qu'ils ont déjà vu mille fois ailleurs. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé d'être lassé par ce type d'interaction et du coup avec le temps j'ai diminué le nombre de retweets que je faisais ou le nombre de parce que j'essaye de voir les choses d'une manière un petit peu plus globale, tu vois. Quand il y a un truc qui a déjà été retweeté 50 000 fois, je pense que les gens, entre guillemets, cette masse un petit peu obscure, sont déjà au courant de ce problème. Et le fait que moi je le retweet, ça va pas forcément les informer plus. Donc, je préfère me concentrer sur des peu de sujets, sur des émissions comme le Phileas Club que tu évoquais, où justement on essaye de converser plus longuement sur ces sujets et spécifiquement sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais où on va prendre le temps de s'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Donc pour faire avancer un petit peu le schmilblick, tu vois. Et c'est vrai que sur Twitter, j'ai un petit peu, à force, ces 2 dernières années, perdu l'espoir de faire avancer vraiment le schmilblick sur Twitter. Alors parfois, je me prends à tweeter quand même un truc énervé, pour le principe, parce que je pense que ça reste quand même un petit facteur. Euh, mais je crois pas que ça soit le bon forum pour convaincre les gens d'une manière générale. Encore une fois, quand tu prends des sujets un petit peu ou des gens qui sont à la limite, je parlais tout à l'heure de cette personne qui a vécu cette expérience où il s'est fait tomber dessus pendant 2 heures parce qu'il avait dit un truc. Tu vois, je pense que cette personne, parce que j'ai pris le temps pendant 10 minutes, une demi-heure, une heure, d'expliquer le fonctionnement de ce truc, et que lui, il s'était fait pas harceler, mais il s'était fait tomber dessus, et donc j'ai mis en relation ça avec le vécu de la personne à laquelle il répondait, et ben
c'est pas en une fois qu'il va être convaincu du jour au lendemain, mais je pense que ça lui a fait bouger un petit peu l'aiguille, tu vois. Il s'est dit, ah ouais, peut-être. Et puis la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, comme j'en parlais tout à l'heure, et ben petit à petit, il va peut-être changer un petit peu son point de vue. Donc, je pense qu'il y a des opportunités, mais clairement, je crois que je suis aujourd'hui convaincu que c'est pas sur Twitter que tu vas convaincre les gens que Trump est un bon ou un mauvais président. Soit ils sont convaincus qu'il est bien, et ben ils vont rester convaincus, et c'est pas en tweetant le fait qu'il mente, tout le monde le sait, tu vois, que tu vas convaincre les gens qu'il est pas bien entre guillemets. Ou de la même manière, si tu vas tweeter « Oh mon Dieu, Trump a menti !» oui, bah les gens qui le savent déjà. C'est pas parce que toi tu vas le tweeter qu'ils vont s'en rendre compte tout à coup. Donc ouais, mais donc tu as l'air de dire que finalement c'est impossible de faire sortir, ou impossible ou très dur de faire sortir les gens de la bulle idéologique, la bulle dans laquelle ils se sont enfermés sur les réseaux sociaux. S'ils sont enfermés dans une bulle, peut-être, mais je crois qu'il y a énormément de gens qui répondent de manière brusque sur Twitter et qui s'antagonisent les uns les autres. Dans ce genre de contexte, oui, ça va rien changer. Par contre, comme j'essaye de le faire, moi, prendre le temps d'aller outre la première réaction qui est énervée et brusque, ça peut aider. Mais du coup, ça devient une conversation un à un. Tu vois, un et un. Moi, c'est des trucs qui vont prendre... quand je me lance dans ce genre de conversation, c'est relativement rare, mais ça prend 1 heure, 2 heures de conversation. Pas, tu vois, et ça va prendre peut-être 10 tweets ou 20 tweets, où chaque réponse, surtout les premières, sont faites avec beaucoup d'attention. Et je vous jure que dans 90% des cas, à part quand c'est des bots ou des trolls qui sont là pour faire pour troller pour le principe, mais dans 90% des cas, quand je prends le temps de faire ça, comme je le disais tout à l'heure, on en ressort avec chacun quelque chose. Moi, j'ai compris pourquoi la personne était énervée, et la personne en face a compris pourquoi moi j'ai réagi de cette manière. Mais c'est des trucs que tu peux pas faire. Enfin, c'est des trucs que tu peux pas faire tout le temps. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'attention. Oui, j'allais dire finalement c'est un peu une perte de temps de se battre sur les réseaux sociaux comme ça. Non, je crois pas. Alors là, complètement au contraire. Je pense pas que ça soit une perte de temps. Tout le monde va pas prendre le temps, et moi-même, je prendrai toujours le temps. Mais quand on prend le temps, c'est l'opposé du temps perdu. C'est là où tu vas retweeter un truc facile, ça va te prendre 1 seconde et demie, et tu vas juste énerver la moitié de ton audience et galvaniser l'autre moitié de manière à ce qu'il y ait encore plus d'opposition qui naissent de ce retweet. Ça, c'est du temps perdu. C'est peut-être qu'1 seconde et demie, mais c'est 1 seconde et demie complètement perdue. Par contre, si tu passes 2 heures à essayer de discuter avec quelqu'un et essayer de faire comprendre ton point de vue et de comprendre son point, parce que c'est pas juste expliquer ton point de vue, c'est aussi vraiment essayer de te mettre dans les baskets de la personne en face et de comprendre pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir cette opinion que toi tu considères comme inimaginable. Et la plupart du temps, si tu la considères comme inimaginable, c'est parce que t'as pas bien compris la position ou les causes de la position. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais si tu as pris ce temps-là, toi, tu as grandi un petit peu, ou du moins tu as compris un petit peu plus, et la personne en face a compris un petit peu plus. Donc, c'est l'opposé du temps perdu. C'est des efforts qui sont plus grands, mais qui sont les seuls qui vaillent quelque chose sur ces plateformes, à mon sens. Je posais cette question-là parce que il me semble que tu t'es déjà décrit comme étant quelqu'un d'un petit peu stressé. Tu m'as été décrit par d'autres gens comme étant un petit peu stressé. Et tu me donne les noms. Non. Et là, tu me présentes une situation où on est dans le conflit, on est dans la fight, on est dans le clash sur Twitter. Moi, si j'étais quelqu'un d'un petit peu stressé, j'essaierais de fuir ces situations pour fuir le stress et éviter d'avoir ça dans ma vie. Et là, justement, tu m'expliques que tu as foncé là-dedans. Je suis aussi quelqu'un qui aime discuter, débattre et comprendre, tu sais. C'est un sacrifice, c'est ça que tu veux dire. Non, même pas. C'est que moi, on contrôle pas de quoi on est fait. Tu sais, on choisit pas comment on est fait. Donc, j'ai quand même fait quelques pas en arrière sur Twitter, comme tu l'évoquais. Je retweete moins, je me lance moins dans ces conversations à corps perdu, et puis dans ces parties des conversations qui sont inutiles. Mais j'apprécie beaucoup Twitter par ailleurs, et puis il faut avouer que la grande partie de mes interactions est quand même très cordiale et très sympathique. Donc ça parfois ça glisse un peu, mais c'est pas la majorité.
Et je considère quand même que, comment dire, j'essaye de trouver des solutions. Tu vois, Twitter est une sorte de pouls du monde. Pou P-O-U-L-S, hein, pas P-O-X, mais ou P-O-U. Euh, et je prends un petit peu la température de ce qui se passe autour de moi par ce biais et par d'autres. Et j'essaye de penser à des solutions parce que j'ai mine de rien énormément de chance dans la manière dont je suis né, dans la manière dont j'ai grandi. Et j'essaye de réfléchir à comment résoudre les problèmes et comment apporter une petite pierre à l'édifice. Et il y a plein de podcasts qui sont sympas, qui sont marrants que je fais, mais il y a aussi des choses que je fais, comme ces conversations que j'essaie d'avoir sur Twitter, ou le podcast Le Phileas Club dont on a parlé déjà, qui sont des tentatives d'essayer de trouver des solutions. Donc j'ai le loisir de me dire bon bah ça c'est ce que j'essaye de faire pour trouver des solutions, et donc le reste, que je sois stressé un petit peu sur Twitter, j'interagis moins. Bon, c'est pas tellement important, mais non, je veux pas fuir non plus, je veux pas me cacher, tu vois. Ça serait facile de se dire bon bah, enfin facile. J'aime quand même les réseaux sociaux, j'aime ces interactions, donc je crois que j'ai pas envie de m'en priver non plus, tu vois. Mais justement, tu évoquais le Phileas Club, j'avais envie d'en parler un petit peu. Moi, il me semble, en tant qu'auditeur, qu'il y a eu un changement assez dramatique, voilà, une transition qui s'est faite entre avant et après Donald Trump. Puisque avant, moi, j'avais la sensation qu'il y avait ce côté très cordial, voilà, les copains du Phileas Club qui se retrouvent autour de la table et on va parler de la neige qui est tombée en Finlande et de ce qui se passe à Dubaï et de ce qui se passe en Chine, voilà. Et j'ai l'impression que depuis Donald Trump, il y a à chaque fois 10 minutes de monologue au début sur à quel point on vit dans une période toute déprimante, etc. Est-ce que tu partages mon constat ou est-ce que ça s'est fait de manière très... Bah, je m'en suis rendu compte, c'était naturel, mais c'était normal parce que le monde a évolué de cette manière, je crois. Entre le Brexit et Trump et toutes les autres vagues de ce type qu'on a vu dans le monde, on s'est un petit peu réveillé. Et c'est vrai que cette émission, qui a toujours été conçue comme un moyen de discuter avec des gens qui ont des cultures et des opinions différentes, au départ, l'idée était de discuter avec des gens qui vivaient dans des pays différents, donc qui avaient des éducations, des visions du monde différentes, mais de cette manière, et ben naturellement, elle a évolué vers après la frustration de voir cette montée du nationalisme et du populisme dans différents pays du monde et en particulier aux États-Unis. Elle a évolué vers l'idée de se dire mais il faut comprendre, c'est pas possible de rester enfermé dans notre bulle et parce que très clairement on l'a pas vu venir, on n'a pas compris comment ça s'est passé. Donc l'émission effectivement s'est transformée ou a évolué vers l'idée de se dire bah on est dans cette période que nous on considère comme un peu sombre, mais je crois que tout le monde la considère comme sombre pour différentes raisons. Pas catastrophique je crois, mais clairement préoccupante. Et il faut essayer de comprendre comment on est arrivé là. Donc oui, j'ai essayé de parler à des gens qui avaient voté pour le Brexit, de parler à des gens qui avaient voté pour Trump et de les comprendre. Et ce qui a été salvateur un petit peu pour moi aussi, c'est de me rendre compte que même si on n'était pas d'accord, je pouvais voir comment ils étaient arrivés à ces conclusions et surtout de constater que c'était des gens entre guillemets normaux. Ils ont des enfants, des femmes, des maris, ils ont des loisirs, ils aiment les films de geeks, ils jouent à des jeux vidéo, tu vois, et c'est une manière d'humaniser ces personnes. Et pour moi, le gros problème qu'on a et qui m'a mené à ces réflexions sur l'agressivité de Twitter et la difficulté de se parler, c'est que c'est pas nos convictions profondes qui sont forcément en opposition. Bien sûr, c'est le cas et c'est souvent le cas. Mais disons, ça représente 50% de nos problèmes aujourd'hui. 50 autres pourcents, c'est la manière dont on se parle. Parce que on est dans l'opposition et dans la répartie permanente. Et c'est une des choses que je constate dans l'émission qui, clairement, pour revenir à la question que tu me posais, on a constaté que c'était le cas avec le Brexit, qui était le premier coup de semonce, et l'élection de Donald Trump, qui était la vraie explosion. Et donc, forcément, ça a influencé l'émission. C'était naturel, normal et inévitable que ça influence l'émission et le ton de l'émission.
Mhm, mhm. Bon, je reviens sur ce que j'évoquais il y a 10 minutes, c'est-à-dire que ton côté un petit peu plus stressé. Tu as quitté, oui, désolé, tu as quitté la cage dorée. Je sais pas si c'est une expression belge ou si ça se dit en France aussi, mais tu as quitté la cage dorée du salariat, donc la sécurité, Mhm. pour devenir entrepreneur et lancer ton propre projet. Comment est-ce que ça se passe pour toi d'être vraiment seul face à tes responsabilités? Ah, j'adore. Le risque, pas particulièrement, mais le fait d'être seul, moi, ça me convient très très bien. Je travaillais, comme tu le disais, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Blizzard Entertainment, donc le développeur de World of Warcraft notamment. Euh, Et même si le boulot était une ambiance absolument incroyable, parce que c'était plein de jeunes d'horizons différents qui adoraient les jeux vidéo et qui contribuaient au développement de jeux qu'on aimait tous et dont on était tous fiers. Donc tu vois, c'est vraiment un contexte idéal. Bah, malgré ça, c'était quand même une société, donc il y avait des réunions, des discussions, des décisions à prendre à plusieurs, des approbations à obtenir, tout ça. Là, quand je suis dans ma société, dont je suis le seul salarié et fondateur et propriétaire, eh ben les réunions se font en pyjama devant mon ordinateur et c'est moi qui suis le comité de décision, tu vois. Donc c'est une liberté que j'apprécie énormément. Le fait de travailler de chez moi me dérange pas du tout, au contraire. Bon, c'est un petit peu compliqué avec le petit maintenant, mais ça me gêne pas du tout. Je suis quelqu'un de très solitaire en fait, malgré ma connexion internetienne accrue. Je suis quelqu'un d'assez. J'aime pas les gens, je crois. Je me rends compte que j'aime pas interagir avec les gens, donc C'est je intéressant, préfère interagir avec eux. suite à tout ce que tu m'as expliqué sur les différences et apprendre à se connaître et à bien se parler. En fait, tu n'aimes pas ces gens. Bah, peut-être que ça joue, je sais pas. Peut-être que c'est lié. Mais oui, je suis très très content d'être tout seul chez moi pour travailler et de voir des gens une fois de temps en temps, ça me gêne pas du tout. Donc non, ce passage à l'entrepreneuriat m'a pas du tout Traumatisé. posé de problème. Mhm. Mm. Ok. Pour poursuivre sur le sujet de ton projet entrepreneurial et de ta carrière de podcasteur, certains s'inquiètent de voir que bah, ton Patreon, finalement, tu l'as lancé il y a 4 ans, c'est ça? Alors c'était en 2014, mais j'ai quitté mon travail à l'été 2014. Mhm. Donc oui, c'était il y a pile Il y 4 a ans. pile 4 ans. Bah, finalement, certains s'inquiètent, certains m'ont dit s'inquiéter de voir que bah, ton Patreon, il ne décollait plus et il stagnait un peu depuis quelques temps. Est-ce que toi, c'est justement quelque chose qui t'inquiète? M'inquiète, non, parce qu'il a un niveau qui me permet de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Donc ça m'inquiète pas forcément dans ce contexte. S'il se mettait à baisser de manière dramatique, Mhm. ça me préoccuperait un petit peu plus. J'ai passé aussi l'émission en hebdomadaire, donc ça a fait un petit peu augmenter les revenus. Elle était bimensuelle avant. Ça n'a pas doublé parce que tout le monde donne pas pour autant d'émissions par mois, mais loin de là. Mais ça a quand même augmenté un petit peu les revenus, donc ça me permet de subvenir aux besoins du membre de la famille supplémentaire. Donc ça, c'est très bien. Euh, pour le moment, je pense que ça se passe pas trop mal. Je crois qu'il y a un cœur de la communauté de l'émission qui, si jamais les choses baissaient un petit peu trop, répondrait présent. Si je disais, pour le moment ça va, il y a pas de souci, mais si je voyais que ça baissait et que je disais à la communauté, les gars, ça va pas super bien. Si vous réfléchissiez à la possibilité de devenir, de soutenir l'émission, bah maintenant c'est le moment. Je pense que les gens répondraient présent. Heureusement, on n'est pas du tout dans cette situation aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que je pense que ça va pas grossir indéfiniment. Peut-être que si l'audience augmente, il y aura plus de gens qui vont soutenir l'émission et il y a de la marge pour augmenter l'audience. Donc, j'aimerais bien essayer d'aller dans cette direction aujourd'hui, mais c'est pas évident. Euh, mais ça subvient aux besoins de moi, mais pas forcément plus. J'ai le plaisir et l'honneur de payer certains des intervenants, les intervenants réguliers en fait, à l'émission. Donc ça, c'est un truc que j'ai initié cette année et que j'espère pouvoir étendre, mais on va voir comment ça évolue. Je pense pas pouvoir, par exemple, engager de sitôt quelqu'un en plus sur la société.
Mhm. Donc on verra, peut-être, on verra comment ça va évoluer, mais pour le moment c'est pas au goût du jour. Par contre, pour moi seul, je suis relativement confiant. Mhm. Tu l'évoquais il y a un instant, tu as réorganisé un petit peu tes podcasts avec l'arrivée de ton fils. Tu as donc passé le rendez-vous tech en hebdomadaire. Tu as supprimé 2 émissions, à savoir Positron et Upload, qui te prenaient un peu de temps et qui finalement n'apportaient pas un grand revenu sur investissement. Est-ce que est-ce que tu as de nouveaux projets pour le futur pour remplacer ces émissions, ou bien est-ce que c'est vraiment maintenant je suis papa, je n'ai plus le temps et on a 2 émissions en moins, puis c'est tout. Alors j'espère que le petit me laissera du temps. Là, on est encore à 6 mois, donc c'est encore un petit peu compliqué. Surtout que, comme je le disais, je travaille à la maison, mais à un moment, il va bien finir par aller à la crèche, puis à l'école, etc. Donc, je pourrais avoir des journées de travail normales. Euh, pour te reprendre un petit peu, c'est pas uniquement pour une question de retour sur investissement que j'ai supprimé les émissions Upload et Positron. C'était d'une part parce que elles étaient, à mon sens, elles n'avaient pas un grand potentiel à l'avenir. Tu vois, Upload était une émission qui avait été lancée pour couvrir les applications des reviews d'app, et elle avait été lancée en 2008-2009 au moment de l'explosion des App Store. Clairement, on n'est plus dans la même période. On est à 10 ans de plus. C'est plus Mhm. le même enthousiasme sur ces sujets. Donc, je crois qu'il était bon de l'amener gentiment vers son lit pour l'endormir un petit peu. Positron, un petit peu pareil. Elle a jamais complètement décollé, même si c'est un sujet qui me tient à cœur. Enfin, un sujet. C'était des recommandations de produits culturels, films, ciné, tout ça. Peut-être que à terme, je ramènerai une émission de ce type quelque part. On verra. J'en ai déjà fait quelques épisodes pour parler de Infinity War, puisque je suis un grand fan des films Marvel. Donc pourquoi pas. Mais surtout, l'idée était de se concentrer sur le rendez-vous tech, donc à son passage en hebdomadaire, parce que je pense que autant j'aime bien le format bimensuel, autant une émission hebdomadaire est plus prompte à satisfaire aux besoins de l'audience et de l'actualité. Je crois que c'est plus cohérent d'avoir 1 heure et quart par semaine que 2 heures toutes les 2 semaines. On va parler de sujets qui ont déjà 10 jours. On va pas traiter d'une actualité un petit peu pas chaude, parce qu'on traite jamais les choses à chaud, mais présente. Donc l'idée était vraiment d'améliorer le rendez-vous tech plutôt que de se dire bon bah je vais laisser tomber ces émissions qui me plaisent pas, parce que si j'avais pu j'aurais continué toutes les émissions que je fais. Pour l'avenir, je m'interdis rien. J'ai des émissions, des idées d'émissions pour les 20 ans à venir. Si les choses peuvent évoluer de manière positive, je crois qu'il n'est pas du tout impossible que je continue à faire évoluer les choses, peut-être supprimer d'autres émissions ou me concentrer encore plus sur certaines, ou en créer de nouvelles, rien n'est interdit. Alors, je suis obligé de poser la question. Si tu devais donner Mhm. un exemple d'une des idées d'émission auxquelles tu as déjà songé, un rêve, voilà, un fantasme que tu as pour l'instant. Ah là là, c'est, disons que ce que j'adorerais faire, mais je crois pas qu'il soit possible, ça serait un Phileas Club en français. Et je sais que c'est un petit peu un cop-out parce que c'est pas une nouvelle idée d'émission, Il y a mais un, j'aimerais beaucoup il y a, faire ça. il y a un channel sur ton Slack qui s'appelle le Rendez-vous politique. Oui, Voilà. Et il n'existe pas de podcast qui s'appelle le Rendez-vous politique, mais ouais, voilà, ça on s'est serait. demandé un jour si tu voulais le créer. Bah, ça serait un truc que j'aimerais faire, parce que autant quand on parle de politique internationale, ça touche un petit peu tout le monde et puis ça aide à ouvrir les esprits. Autant je me rends compte que pour parler précisément de la France, et pas juste de la francophonie, j'ai vraiment l'impression que le même type de schémas sont en train de s'installer et qu'on a euh, euh, une opposition malsaine qui s'installe entre la droite et la gauche en France. Je vais même pas parler de l'extrême droite, parce que pour moi c'est un cas particulier, mais même entre la droite et la gauche dans ce qu'elle a de traditionnel, et on se parle plus. De la même manière qu'on ne se parle pas forcément quand on est partisan de Trump et partisan on était partisan de Clinton au hasard. Euh, il y a le même type de schéma qui sont en train de s'installer en France, et ça m'inquiète beaucoup parce que ça mène à l'extrémisation de tous les points de vue. Donc je me dis si je pouvais aider à mettre ma toute petite brique dans l'édifice d'une manière ou d'une autre, ça serait pas mal.
Mais bon, il faut trouver. Le truc avec le Phileas Club, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement des gens de différentes opinions, de différents pays. Et je pense que un élément intéressant dans un Phileas Club à la française ou un rendez-vous politique serait vraiment d'avoir un œil extérieur, parce que je me rends compte, parce que j'ai un petit peu voyagé, j'ai fréquenté des gens de différents pays, à quel point chacun dans son pays est isolé et se rend pas compte de la manière dont on voit les choses ailleurs et de la perspective que ça donne. Et pour moi, les gens en France ne savent pas, j'exagère un petit peu, mais ne savent pas comment fonctionne le monde. Et ont tendance à être très, très, très centrés sur une vision franco-française. Et donc, ça nuit à la compréhension des choses. Donc, il faudrait essayer de trouver des gens de différents pays, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens de différents pays qui vont parler français. On va avoir des expats, ce genre de choses, c'est possible. Mais donc, je sais pas. Peut-être qu'il y aurait une formule différente, peut-être simplement un rendez-vous politique où je m'appliquerais à inviter des gens de différents bords politiques, justement. Mais du coup, ça se fait déjà. Je sais pas. Une question me vient alors que tu parles de la situation politique en France. Je me souviens que quand tu m'avais invité dans le Phileas Club pour parler de la Belgique en janvier dernier, Mhm. il y avait un moment donné où tu as essayé de parler des relations entre la Belgique et la France. Alors, on a eu un match de foot, une demi-finale, c'était mardi, c'est ça? Mhm. Oui, mardi. Et c'était très intéressant de voir à quel point il y avait des choses qui ressortaient à ce moment-là en marge de ce match de football. Et alors j'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet dans la presse en Belgique plus que dans la presse française. Voilà, des choses très symptomatiques, comme par exemple, j'ai appris que la finale en 98, la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, il y avait une majorité écrasante de Belges, genre 75%, qui soutenaient le Brésil et pas la France. Alors que ces mêmes personnes soutenaient les clubs de foot français du style OM, PSG, des trucs comme ça. Donc je trouvais ça très intéressant de me poser la question des relations franco-belges. Alors tu es français et je me souviens que justement dans ce Phileas Club en janvier, tu as essayé d'aborder le sujet mais sans vraiment savoir mettre le doigt sur ce qui se passait. Alors est-ce que tu peux nous parler de comment les Français perçoivent les Belges? Je crois qu'il y a vraiment la relation de grand à petit frère ou de grand à petit cousin, D'accord. du point de vue français en tout cas, dans tout ce que ça a de positif et de négatif. Je crois qu'il y a vraiment une déconsidération de nos voisins belges en tant que c'est les autres qui parlent français, mais c'est pareil dans toute la francophonie, tu sais, les Français, bah c'est les gens qui viennent de l'endroit où on parle le français, et les autres qui parlent français, bah c'est les autres qui parlent français. Il y a un petit peu de ça quand même, euh, quelque part derrière dans l'inconscient collectif. Donc il y a ça d'une part, et puis il y a en même temps le fait que c'est le centre de l'Europe, et puis il y a le chocolat, et puis il y a la bière, et puis bon bah c'est quand même nos alliés quelque part dans la francophonie. Donc il y a un petit peu de tout ça en même temps, mais je crois que si malheureusement, j'en suis désolé, mais si on retient qu'une seule chose comme ça en rigolant, peut-être avec un petit peu euh, d'insensibilité, je ne sais pas si c'est le terme approprié, ça serait genre les blagues belges, tu vois, c'est D'accord. les Belges, Je pensais que tu allais parler de nos pédophiles, mais ok, c'est mieux, c'est un peu ah mieux. non, 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 bien sûr, ça joue peut-être un petit peu aussi, mais oui, mais c'est les blagues belges, tu vois, c'est ce genre de choses qui va rester un petit peu dans l'inconscient collectif, mais c'est en surface, tu vois, Mhm, ça va pas mhm. bien loin. Parce que est-ce que tu estimes que les Français de manière générale sont on en avait très rapidement parlé, je crois, il y a quelques années. Est-ce que tu estimes que les Français sont de manière générale trop chauvins, trop fiers Patriote, d'être peut-être. français? Oui, bah oui, patriotes. Alors, chauvin, certainement, en particulier les Parisiens, mais je crois que c'est le cas partout. Patriote, pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, je pense qu'il y a un défaut de patriotisme en France et que ça nous joue des tours. C'est lié à plein de choses et notamment à l'histoire et à la Deuxième Guerre mondiale où le patriotisme a été utilisé comme presque instrument de guerre et instrument nationaliste euh, dangereux, mais je crois qu'on a honte d'être patriote en France et c'est un truc, à part quand on est en demi-finale ou en finale de la Coupe du Monde, c'est le seul moment où on se l'autorise, tu vois. Mais moi, je m'en suis rendu compte aussi, hein, tu vois, quand je vois quelqu'un mettre un drapeau français à sa fenêtre,
je me dis oula, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait elle ou qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois, c'est limite le drapeau français, on l'associe au Front National et à rien d'autre. Mhm. Et encore une fois, ça s'explique pour des raisons historiques, mais c'est quelque chose qu'on comprend pas du tout dans les autres pays et peut-être même en Belgique, mais même aux États-Unis évidemment, parce que eux, ils érigent le patriotisme en Pour le coup, on n'est pas très patriote en Belgique non plus, donc ça c'est pas. peut-être que Tu c'est un peu dépeins moins. ça comme étant une chose négative, mais quand j'entends ça, je me dis tiens, c'est la France, c'est pas si mal en fait. C'est pas mal. Mais je crois que ça a un effet négatif parce que ça crée un défaut d'identité. Tu sais, autant en France, on est très la République, l'école de la République, les citoyens, liberté, égalité, fraternité, machin. Je crois que tout ça se brise un peu quand on essaye de s'unifier derrière une identité nationale qui peut être multiple. Tu vois, aux États-Unis, ils ont une identité nationale très forte malgré le fait qu'il soit un melting pot plein de cultures différentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'uniformiser. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous fait défaut en France parce qu'on on a honte d'être français presque. Et c'est à mon sens dangereux parce que ça crée un terreau justement pour les nationalistes qui vont dire on a honte d'être français. Ben non, moi je suis fier d'être français, monsieur. Ils vont définir la francité selon leurs termes. Donc je crois qu'il y a effectivement, pour moi, je dirais pas qu'on est trop patriote. Au contraire, on trouve que le patriotisme est suspect, et même moi, je trouve que c'est suspect. Donc je trouve que ça serait pas mal de le redéfinir quelque Mhm. part. Mais mais oui, le patriotisme et le chauvinisme sont deux choses différentes, et je crois qu'on est très chauvin en France. Par contre, ça, D'accord. oui, Justement, on va être. pour rebondir là-dessus, le cliché du français, c'est donc très chauvin, pas très bon en langue, un accent en anglais assez catastrophique, une ouverture sur le monde, sur la culture internationale, sur la politique internationale qui n'est pas du tout au niveau. Et toi, justement, tu sors un petit peu de ces clichés-là, puisque tu fais des émissions en anglais, tu fais des Phileas Club où tu invites des gens à travers le monde, tu as un accent en anglais plus que correct. Euh, comment est-ce que tu expliques cette différence? Thank you, Guillaume. I am very glad you enjoy my Oui, English accent, which is very aïe, aïe, good. aïe, aïe. Mais tu sais, en fait, si on veut aller au fond des choses, je suis sans doute le français le moins français que vous trouverez. Si on veut vraiment être honnête. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, je suis né au Liban. J'ai ma famille a pas une goutte de sang français dans les veines. Je suis devenu français par naturalisation plusieurs années après mon arrivée dans le pays. J'ai vécu dans plein de pays et principalement en France, mais enfin pas que. Euh, donc ma famille a fui la guerre, on est presque des réfugiés, enfin même on est des réfugiés à la base, même si je suis arrivé en France quand j'étais tout petit, donc je m'en souviens pas vraiment. Donc je sais pas si moi je suis vraiment un Français typique. Donc je Mhm. sais pas si je pourrais vraiment répondre à ta question ou si c'est la réponse à ta question. C'est une réponse. Je dirais que les jeunes Français sont un petit peu différents de cette image que tu donnes. Je pense que la plupart d'entre eux aujourd'hui parlent anglais et parlent anglais parfois un petit peu maladroitement, mais pas trop mal. Et l'Europe joue beaucoup pour ça, parce que mine de rien, il y a toute la génération Emmaüs, la génération Erasmus Mhm. qui a beaucoup grandi avec cet environnement international. Il y a le fait que le net aujourd'hui te confronte à des cultures différentes presque sans que tu le veuilles, par YouTube, Twitter, mine de rien, tout ça, Facebook, etc. Donc oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français centrés sur la France, comme je le disais, mais je crois que c'est en train d'évoluer et j'espère que ça va continuer à évoluer et que les vagues de repli qu'on est en train de voir ne vont pas changer ces choses-là à terme. Mhm. On va revenir un instant sur le chauvinisme. Tu sais, nous en Belgique, si on veut être tout à fait honnête, on n'a pas énormément de choses, énormément de fierté. Voilà, on n'a pas une grande histoire, on n'a pas les Lumières, on n'a pas Montaigne, on n'a pas Rabelais, on n'a pas tous ces gens pour avoir l'impression d'avoir un patrimoine culturel aussi important que celui de la France. Donc de manière générale, si on veut être un petit peu cynique, on va dire que les Belges ne sont pas chauvins parce qu'ils n'ont pas vraiment de quoi l'être, si on veut être un petit peu cynique.
Mais dans les faits, les Belges vont te répondre que le chauvinisme, c'est vieux jeu, quoi. C'est l'ancien, et que nous, on est plus entre guillemets, j'allais dire globaliste, pour parler comme Alex Jones. Et on voit finalement, oui, le chauvinisme comme étant un truc ancien, un truc un peu vain, un peu désuet. Est-ce que tu trouves comme nous que le chauvinisme, pardon, que les Français sont trop chauvins, ou est-ce que c'est une bonne chose d'être chauvin? Non, je pense que dans l'ensemble, le chauvinisme, c'est plus négatif que positif. Clairement, ça a une connotation négative. Il se représente en France, moi je trouve, différemment du patriotisme, parce que ça se manifeste dans ah bah oui, nous en France c'est le vin, c'est le pain, c'est le fromage, c'est le machin, et puis nous on a une culture de ça, et on protège les valeurs de machin, de trucs. C'est marrant à petite dose, tu vois, mais évidemment à grosse dose, ça peut devenir néfaste. Je crois que ça reste amusant dans le contexte où, un petit peu comme les Parisiens sont fiers d'être Parisiens, et Parisiens tête de chien et Parigot tête de veau. Je sais pas si tu connais cette expression des... J'ai jamais très bien compris, mais oui, j'ai déjà C'est une entendu. manière d'insulter un petit peu les Parisiens quand on est provincial. Et il y a cette rivalité, petit mépris qu'il y a entre Paris et la province, et vice versa. Ça reste mignon quand c'est à petite dose et que c'est ludique, tu vois. Et de la même manière, je trouve qu'il y a une forme de chauvinisme ludique qui peut être amusante, de la même manière que je suis sûr que les Belges sont fiers de leur bière et de leur chocolat, tu vois. C'est très bien. Évidemment, à C'est forte vrai, dose. tu as fait la liste. Ouais. Ah bah il y a la BD quand même qui est une contribution La Schtroumpf, importante. ouais. Mais oui, je crois qu'à petite dose, le chauvinisme, ça peut être même positif. Mais dans l'ensemble, si on devait mettre un chiffre, je dirais le chauvinisme, c'est 60 ou 70% négatif quand même. Faut pas pousser le bouchon, quoi. Mhm. D'accord. On va pas s'étendre pendant des heures sur le chauvinisme, sur la relation franco-belge, mais je pense que ça ferait un bon sujet d'émission pour le futur. Donc je note ça peut-être pour une Ça prochaine marche. émission. Euh, on va clôturer en parlant un petit peu du médium podcast en lui-même. Tu es podcasteur, toi, depuis avant que ce soit cool, donc depuis 2000, depuis 2006. On a vu depuis à peu près 2012 avec le grand podcast Serial qui a presque un peu rendu le truc mainstream aux États-Unis, où on voyait oui, une animatrice de podcast qui passait dans les late shows chez Stephen Colbert, etc. C'était assez choquant à voir à l'époque. Est-ce que tu penses que le podcast peut devenir aussi mainstream en Europe, en francophonie, qu'il l'est déjà aux États-Unis? C'est un peu compliqué parce il y a plusieurs barrières qui viennent s'installer, celle de la langue étant évidemment la principale. Quand tu parles de mainstream, ça veut dire être très écouté en chiffres. Et en Europe, on Ça va veut dire avoir aussi des... toucher un public qui n'est pas un public de niche, quoi. Bon, ça, je crois que c'est déjà en train de devenir le cas. Je pense que la plupart des gens, en France en tout cas, je sais pas si c'est le cas en Belgique ou ailleurs en Europe, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, quand je disais ce que je faisais, je devais d'abord expliquer ce qu'était un podcast. Aujourd'hui, je commence et les gens m'arrêtent en disant non, mais c'est bon. Je suis pas un imbécile, je sais ce que c'est un podcast, tu vois. Donc, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui, au moins, savent ce qu'est un podcast, et beaucoup de gens qui en écoutent. Maintenant, de là à dire que le podcast en général est devenu un média reconnu, je crois. Mais je ne sais pas si on aura un podcast qui va devenir aussi populaire en France ou en Europe que ne l'était Serial aux États-Unis. Ça, je suis pas convaincu, parce que aux États-Unis, si 10% de la population écoute Serial, ça fait quand même, je sais pas, 30 millions de personnes. En France, si 10% de la population écoute un podcast, c'est énorme aussi, mais enfin si, je sais pas, j'ai pas de bonne réponse à cette question en fait, parce que si 10% de la population écoutait un podcast, ça ferait quand même 6 millions, ce qui est pas négligeable du tout. Mais pour le moment, c'est pas le cas, et je sais pas comment ça pourrait vraiment être le cas. J'ai l'impression Tu que dis 10% de la population française, donc là pour le coup, tu ne tiens pas compte de la barrière de la langue. C'est pas la langue qui va faire que ça se limite à 10%.
C'est quoi Non, c'est l'autre bon. barrière ou les autres barrières qui font qu'on n'est pas à du 30-40%? Je sais pas, le podcast est souvent un média de niche parce que la force en fait du podcast, c'est ses coûts de production faibles qui font que on va pouvoir couvrir des sujets qui sont entre guillemets trop petits pour être couverts par les médias traditionnels. Euh, donc la tech, le jeu vidéo, d'autres sujets de ce type. Il y a beaucoup de podcasteurs ou de journalistes qui commencent à faire du podcast et qui sont en train de se regrouper soit en lançant des sociétés, soit en collectif, pour faire en quelque sorte de la radio, mais en podcast. Et ce qui est compliqué, c'est qu'ils vont avoir des animateurs nombreux et des journalistes et des monteurs et des secrétaires et des etc. etc. Et tout ça, ça finit par coûter de l'argent. Et du coup, pour payer tous ces gens-là et tous ces bureaux, etc., ils vont vouloir mettre de la pub dans leurs émissions en général. Et là, on redevient confronté à la question de la population. Parce qu'aux États-Unis, la pub sur 10 millions d'auditeurs, ça va faire beaucoup. Ici, on n'a jamais même 1 million d'auditeurs. Ça ne se produit pas. Et donc, c'est difficile de faire payer tous ces gens-là parce que l'équipe va être la même pour produire un podcast aux États-Unis en anglais qu'un podcast en France en français. Mais par contre, les revenus vont pas être les mêmes. Et c'est pour ça que, à mon sens, le podcast est le meilleur quand il couvre des sujets de niche et qu'il réduit la voilure qu'il va avoir. C'est pour ça que moi, je suis seul et que pour le moment, en tout cas, je reste seul. C'est parce que je peux, avec la voilure de mon podcast, payer une personne. Payer 5, 10 ou 30 personnes comme le font certains, je ne sais pas si ça serait possible. J'espère que ça le soit. Je le souhaiterais. Ouais, Mais quand on va donc couvrir quoi, des sujets... tu prédis que toutes ces structures, toutes ces nouvelles sociétés vont s'effondrer, c'est ça que tu dis? Non, pas toutes, mais je pense qu'il va y avoir clairement des consolidations. Il ne va pas rester tout le monde au bout du compte. Mhm. Je crois que la vision qu'ils ont des podcasts aujourd'hui, je ne sais pas si elle va pouvoir se concrétiser parce que, comme je le disais, faire de la radio en podcast, tu te mets en concurrence avec la radio. Et là où on est fort dans les podcasts, c'est que comme on a des voilures plus petites, on va pouvoir parler de tech pendant 1 heure par semaine, tu vois, même à des audiences plus faibles. Ou parler de jeux vidéo, ou parler de ce genre de choses. Là où sur, je sais pas, France Inter, ils vont jamais te faire un sujet sur le jeu vidéo pendant 1 heure ou 1 heure et demie par semaine. Ils vont pas avoir une émission sur ça, ou sur France 2 ou sur TF1 ou ce que c'est, parce que ils s'adressent à un public beaucoup plus large pour pouvoir toucher un public plus large, pour pouvoir vendre de la pub à un public plus large. Donc je ne sais pas si la formule peut avoir une solution, si on peut trouver une solution à cette équation et faire des sujets comparables à ceux de la radio, mais en podcast. Je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que ils vont trouver un ton particulier, comme le ton de Serial. Peut-être qu'ils vont trouver des sujets particuliers et qu'il y aura quelques podcasts qui vont exploser en français aussi. C'est ce que j'espère. Mais ça me paraît compliqué. Mhm. Il faut y arriver, quoi. Faut y arriver et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui trouvera la solution. C'est pas du tout impossible. Moi, c'est ce que je souhaite parce que plus le podcast grandit, plus il y a des gens qui vont venir se demander s'il y a des podcasts sur la tech et écouter le rendez-vous tech. Donc moi, ça me va très bien. Super, très bien. Eh bien, Patrick, je te remercie très fort. Je te remercie très sincèrement d'être venu répondre à mes questions. C'était formidable. Ah, mais merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. J'étais très heureux de recevoir ton message en voyant que tu voulais m'avoir dans l'émission. Ça me fait très plaisir. Ah, eh bien, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver? Bien sûr, Twitter, on en parlait, c'est le moyen le plus simple sans doute. Je suis NotePatrick sur Twitter, c'est très facile à retenir. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais d'où vient ce nom? Il y a une histoire bien sûr, mais l'essentiel c'est que c'est du marketing, tu vois. NotePatrick, tout le monde l'a déjà retenu. Je suis également NotePatrick sur Facebook et Instagram. Et surtout, si vous voulez écouter mon émission, c'est soit le rendez-vous tech, soit le rendez-vous jeu. Vous pouvez chercher ça dans votre application de podcast que vous êtes en train d'utiliser
utilisez en ce moment pour écouter ce podcast, par exemple, vous allez dans le petit champ de recherche de l'application, vous cherchez le Rendez-vous Tech, vous vous abonnez et vous aurez le prochain épisode. Voilà, c'est simple et rapide. Donc, c'est sur l'application de podcast directement ou alors sur le site frenchspin.fr. Yes, et on conseille aussi le Phileas Club quand même, ne pas l'oublier celui-là, il est légendaire. Si vous parlez anglais, le Phileas Club, je vous encourage à l'écouter également. C'est sur frenchspin.com, mais si vous connaissez Phileas Fogg du Tour du Monde en 80 jours, Phileas Club, voilà, ça sera facile, l'orthographe sera facile à retrouver. Nice, merci Patrick, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour ce 4e épisode. Ça veut dire que nous, on se retrouve dans 2 semaines, et ça veut dire que moi, je dois taffer parce que si j'en enregistre pas plus, je vais bientôt être à court. Un petit mot avant qu'on se quitte, ça fait 2 semaines que le podcast a été lancé et j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement et de soutien, et pour ça, je tenais à vous remercier. Enfin, je sais très bien que quand le host, à la fin du podcast, demande d'aller liker la page sur Facebook et tout ça, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, mais voilà, le truc c'est que quand on fait des podcasts, c'est un peu un média à sens unique. Vous m'écoutez parler avec mon invité, mais au final, moi, j'ai forcément beaucoup moins de retours de votre part, de la part de mes auditeurs. Donc voilà, dans la description de cet épisode, il y a des liens vers les pages Facebook, Twitter et YouTube de 70 minutes avec. Moi, je vous propose un truc. Quand vous aurez fini cet épisode, allez suivre 70 minutes avec sur votre réseau social préféré. Ça vous permettra d'entrer en contact avec moi si vous avez des retours à faire sur un épisode, que ce soit positif, négatif, peu importe. Et ça vous permettra aussi de vous tenir au courant de l'actualité de l'émission, des prochains invités et tout et tout. Pour chaque épisode, j'ai mis des petits extraits de 2 minutes sur Facebook et Twitter, et si ça vous chante, c'est très simple de retweeter ou de partager ces extraits, histoire de faire découvrir l'émission à vos amis, et moi, ça m'aiderait énormément. Voilà, c'est tout pour moi, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur la science de l'éducation. Bye bye.